Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 150 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. En 2023, on continue de percevoir les enfants via notre regard d'adulte supérieur. On continue de décrédibiliser leurs paroles. Il n'y a qu'à voir comment on prend en compte les cas de violence sexuelle quand les enfants osent parler. On continue à leur demander de faire moins de bruit en permanence, à se faire petits. Et quand je dis « on », je m'inclus dans cette société qui a du mal à repenser les relations entre enfants et adultes. La France évolue, mais lentement. Notre vision de l'enfance reste très unilatérale. Nous avons le savoir et eux doivent écouter, si je caricature. Laëlia Benoît est pédopsychiatre, chercheuse au Child Study Center à l'université de Yale aux États-Unis. Elle est également chercheuse à l'INSERM, associée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Dans un essai publié en 2022 aux éditions du Seuil, intitulé « Infantisme », elle questionne grandement la place que l'on fait aux enfants dans notre société et pourquoi les écouter à leur juste place nous met si mal à l'aise. Laëlia prône une vraie éducation aux émotions qui favorise un respect mutuel entre adultes, adolescents et enfants. Le concept est séduisant, mais est-ce qu'il est possible et surtout comment le mettre en place au quotidien ? Vous verrez, ces idées sont super intéressantes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laëlia. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Tu es en direct depuis les États-Unis et il est très tôt le matin, donc rien que pour ça, je te dis merci puisque tu es un nourrisson. Et franchement, bravo à toi d'avoir réussi à te lever. Moi, j'avais du mal. Mais ça me fait plaisir d'être là, donc avec joie. Alors, tu es pédopsychiatre. Est-ce que tu peux nous expliquer, à la base, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu devenir pédopsychiatre ? Ouais, alors pourquoi c'est toujours un peu difficile, parce que des fois c'est pas très clair, on fait des choix comme ça et puis on se rend compte des fois après coup. D'abord pour être pédopsychiatre il faut être médecin, donc j'ai choisi de faire médecine après le bac. Je pense probablement parce qu'il y avait des médecins autour de moi, puis que c'était une carrière dont j'avais entendu parler, et puis c'était une manière de faire un truc où je voyais des gens, et puis qui était pas mal quand même. On gagne sa vie correctement quand on est médecin. Ouais, non, je choisis médecine. Puis en fait, les études de médecine, c'était hyper chiant. Moi, ça m'a beaucoup ennuyée. Je me reconnaissais pas du tout dans plein de choses. Je trouvais qu'on n'avait pas le temps de parler avec les gens, que on n'avait pas le temps d'aller au bout des problèmes. Dès qu'on avait enfin le temps de se connecter un petit peu avec les personnes, de les rencontrer, c'est que c'était fini, qu'elles étaient guéries, qu'elles allaient mieux, donc oust. Et donc à la fin des études de médecine, j'ai choisi la psychiatrie. Voilà, bon après il y a aussi des concours de circonstances qui ont fait que la psychiatrie était une possibilité. Et en psychiatrie, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était quand même les enfants et adolescents. Voilà, donc ça c'est la version de mon point de vue, mais après si on prend du recul ou si on demande à un sociologue, un bourdieusien, il y a plein de médecins dans ma famille. Ma mère était psychologue, donc j'avais un père médecin et une mère psychologue, donc j'étais prédestinée. Et puis en tout cas dans les femmes de la famille, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec des enfants.
J'ai une grand-mère qui était sage-femme, une arrière-grand-mère qui était sage-femme, une grand-mère qui travaillait comme juriste pour les enfants, et une mère qui travaillait à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, les métiers de l'enfance font partie des lignées maternelles. Voilà, en fait, je n'ai fait aucun choix. J'ai été complètement conditionnée. Voilà, mais je suis quand même très heureuse de ce que je fais. Il y avait un petit terrain chez toi, faut le dire. Ah, un gros terrain, ouais. Tant mieux en même temps aujourd'hui si tu es pédopsychiatre et que tu t'épanouis là-dedans. Alors aujourd'hui tu vis pas en France, je disais, tu vis aux États-Unis à Yale, à l'université de Yale, en tout cas c'est là où tu travailles. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour arriver à être chercheuse à Yale et aussi faire partie de l'INSERM? Alors l'INSERM, donc ça a commencé plus tôt puisque j'ai fait ma thèse à l'INSERM avec ils ont une bourse d'accueil INSERM pour des jeunes chercheurs. Et c'était un petit peu une nouveauté puisque moi, je travaille beaucoup avec des méthodes qualitatives. Donc, c'est des méthodes comme les tiennes, c'est-à-dire j'interroge des gens, je leur pose des questions et puis ils parlent. Et ensuite, on analyse le contenu de ce qu'ils ont raconté. Et c'est pas vraiment très connu en recherche médicale. En recherche médicale, on préfère les chiffres, les statistiques, les grosses études avec plein de gens. Et donc, c'était un peu une première de pouvoir faire ce travail avec l'INSERM, qui est donc l'Institut national de santé et de recherche médicale, et qui prennent au sérieux ce travail en se disant, en fait, on apprend des choses importantes avec la recherche qualitative. Et quand je suis partie aux États-Unis, c'était pour continuer des recherches qualitatives, puisque à Yale, eux aussi, ils étaient en train de se rendre compte qu'en fait, parler aux gens, c'est important. Donc, ils ont dit, on a une experte qui vient de France, vite accueillons-la. Et moi, j'avais envie aussi d'y aller pour pouvoir développer mon projet actuel, qui était cette recherche sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale des enfants et adolescents, et qui est une étude internationale. Et donc, j'avais envie de pouvoir être aux États-Unis pour pouvoir piloter un peu cette étude. Donc ça fait 3 ans, tu me disais, aujourd'hui que tu vis aux États-Unis et que, moi je suis très honnête, je t'ai découvert dans les médias français parce que tu interviens et heureusement on a un peu le son de ta voix sur certains sujets sur l'éducation et pas d'autres. Pour parler donc éducation, c'était important pour toi de vulgariser une partie de tes recherches et d'infuser les médias français ? Oui, beaucoup. J'avais commencé avant de partir, puisque avant même de travailler sur le changement climatique, j'avais beaucoup travaillé sur la phobie scolaire. Donc, j'avais un peu l'habitude d'essayer de raconter ces recherches. Moi, je crois pas beaucoup à l'impact des articles scientifiques, même si en tant que chercheur, c'est ce qui détermine souvent notre carrière. Le nombre d'articles qu'on a publiés, est-ce qu'ils sont dans des grandes revues, ça a un gros impact sur nos carrières, mais ça n'a pas d'impact sur les gens, en fait, parce que qui lit les articles ? Même en tant que chercheuse, je dois faire de la veille scientifique. Je trouve ça pénible de tous les lire, puis c'est impossible de suivre. Et donc en fait, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais envie de raconter les choses au fur et à mesure. Et donc je fais toujours cet effort-là quand je suis en train de faire une recherche. Des fois, même si elle n'est pas encore totalement finalisée, j'essaie de tenir informée dans les médias. Voilà. Et puis en fait, je m'intéresse aussi à des sujets de société qui intéressent les gens, donc j'en parle. Je te lis souvent dans Le Monde, voilà, c'est pour ça que je te le dis. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu écrire un essai que j'ai lu aux éditions du Seuil qui s'appelle Infantisme ? Et surtout, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la définition de ce mot infantisme ? Oui, alors l'infantisme, donc c'est une proposition française, de mots français pour traduire childism en anglais. Et donc la définition, c'est les préjugés et discriminations envers les enfants et adolescents du simple fait de leur âge, en fait, qu'ils soient mineurs, enfants et adolescents. Donc l'infantisme, c'est une forme d'agéisme. L'agéisme, c'est discriminer les gens pour leur âge, mais on peut discriminer les gens parce qu'ils sont trop âgés, trop jeunes, etc. Et souvent, on parle plutôt soit de l'agéisme envers les personnes âgées, soit de l'agéisme envers les jeunes adultes. Il y avait le livre de Salomé Saké aussi à propos de ça. Mais on parle pas beaucoup de l'infantisme qui est vraiment notre mépris, je dis notre en tant que société, vis-à-vis des enfants et adolescents. C'est tellement incorporé, c'est tellement intégré dans notre culture qu'on le questionne même pas. On a l'impression qu'on les adore et qu'on fait tout pour eux et qu'ils sont gâtés. Et en fait, le quotidien montre qu'il y a beaucoup de mépris et de préjugés envers eux.
Et donc la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que, encore une fois, des belles rencontres et des coïncidences, j'ai été contactée par les éditions du Seuil, par Sophie Lhuillier, qui est éditrice, qui avait vu que j'employais ce mot-là dans un article du Monde, justement, où je parlais de la manière dont on accueille, ou dont on n'accueille pas, en fait, les engagements climatiques des enfants et adolescents. Et je disais, une des raisons de notre retard sur le climat, c'est aussi notre surdité par rapport aux demandes des enfants et adolescents qui sont légitimes. Et c'est en fait sous-tendu par l'infantisme. On a du mal à les écouter, nous dire qu'il y a urgence parce que c'est des enfants et adolescents. Et Sophie Lhuillier m'a dit, mais là, il faut vraiment qu'on fasse un petit livre pour définir ça un peu plus et puis proposer ce mot-là aux Français, aux Françaises, parce qu'en fait, on a besoin de pouvoir le réfléchir. Et donc, c'est un tout petit livre, mais qui est une invitation pour utiliser ce mot, pour mieux comprendre et puis juste ouvrir les yeux sur un peu notre quotidien, voir que c'est quelque chose de très présent. Tu décris 3 formes d'infantisme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors là, c'est la partie du livre où je résume les travaux des autres, parce que je suis pas la première à en parler. Et notamment, ces 3 formes-là, c'est les formes décrites par Elisabeth Young-Bruehl, qui d'ailleurs avait travaillé au Child Study Center où je travaille actuellement à Yale. Et elle était psychanalyste, donc elle s'intéresse beaucoup aux motivations intimes, en fait, de ce mépris qu'on a envers les enfants et adolescents. Et donc les 3 formes, c'est la première qu'elle appelle, avec ces mots, narcissique. Donc c'est la peur d'être remplacé, supplanté par les enfants. C'est un peu proche de la loi de la jungle, quoi. Se dire le lionceau un jour va dévorer le vieux lion. Et donc on a peur comme ça qu'en grandissant, ces enfants deviennent une menace. Et donc en fait, ça se manifeste par l'envie de contrôler de très très près cet enfant qui grandit pour être sûr qu'il reste un peu sous notre coupe. Donc on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'enfant, on est très exigeant et puis on est très méprisant et critique si jamais il déçoit nos attentes. Donc par exemple, ça va être de dire oh là là, de nos jours les jeunes ne font rien, à mon époque je faisais beaucoup plus, ou alors ils sont trop gâtés, etc. Et puis quand l'infantisme narcissique est satisfait, c'est-à-dire que l'enfant répond exactement à ce qu'on avait prévu pour lui, et ben c'est des remarques de fierté mais qui sont un peu déplacées, quoi, en disant oh là là, c'est un vrai petit garçon, il est fort, ou alors ah là là, c'est une vraie petite fille, elle est jolie. On voit dans ces remarques que c'est parce que l'enfant correspond à nos attentes qu'on en est satisfait. Une autre forme d'infantisme dont parle Young-Bruehl, c'est l'infantisme hystérique. Alors, c'est son mot, hystérique. Je le reprends juste pour faire référence à elle. Et là, elle parle plutôt d'inversion des rôles. C'est-à-dire quand les adultes s'attendent à ce que les enfants aient les responsabilités, à ce qu'ils assurent, à ce qu'ils les prennent en charge et pas l'inverse. Et là, par exemple, on a des exemples typiques sur le climat, c'est-à-dire de se dire, la génération Z, là, les petits jeunes, ils vont tout régler. Nous, de toute manière, on est trop vieux, puis on sera mort quand il y aura des problèmes. Donc, on leur refile la patate chaude. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle appelle l'infantisme hystérique. L'inversion des rôles, en fait. Et la troisième forme d'infantisme dont elle parle, c'est l'infantisme obsessionnel. Et donc, pour elle, l'infantisme obsessionnel, c'est sous-tendu par des peurs de parasitisme. Se dire en fait les enfants et les ados sont un poids, un fardeau et puis finalement nous pompent notre énergie, notre argent, notre nourriture. Donc là c'est beaucoup d'exemples autour de la manière dont on parle des ados parfois en disant voilà ils ne sont là que pour vider le contenu du frigo, ils ne produisent rien, voilà. Donc c'est l'impression comme ça que les enfants et adolescents sont une charge uniquement et de les réduire à ça. Voilà, donc ça c'est des formes intimes dont elle parle, Vraiment l'intérêt de la psychanalyse, c'est de s'intéresser aux motivations très très intimes des personnes, inconscientes souvent. Et moi ce que j'ajoute dans ce livre, c'est une lecture qui est plutôt sociologique, où je montre qu'en fait les enfants et adolescents sont un groupe social qui est opprimé, ce qu'on appelle une minorité. C'est-à-dire des gens qui ont moins de pouvoir que les autres, et du coup qui ont moins de pouvoir sur le plan climatique pour pouvoir changer les choses, en fait, faire en sorte que des actions aient lieu. Dans ce que toi tu observes dans ta pratique, même encore aujourd'hui, comment est-ce qu'on perçoit les enfants dans notre société, à part les 3 catégories que tu as données, de manière générale, est-ce que tu trouves qu'on les perçoit comme une nuisance, comme un fardeau, comme un impensé ?
Moi, ce que je perçois, et notamment autour de discussions de parentalité, c'est vraiment l'idée qu'ils sont une nuisance et un fardeau. Moi, je pense que c'est sous-tendu par la fatigue, c'est-à-dire que être parent, c'est épuisant. C'est un travail à plein temps, donc des fois, on se demande mais comment est-ce qu'on arrive encore à travailler en plus d'être parent. C'est pas pensé pour le coup. Ce qui n'est pas pensé, c'est le travail parental. Ce qui n'est pas pensé et ce qui est invisibilisé, c'est le travail parental. Et donc, rien n'est dit, rien n'est fait là-dessus, à part payer quelques mois de congé au tout début de l'arrivée d'un enfant, mais bon, c'est pas très long. D'ailleurs, on n'est pas payé à 100%, c'est-à-dire qu'on considère que élever un enfant, c'est moins valable que le travail qu'on fait habituellement. Et ensuite, on est laissé avec tout ça. On est laissé avec, dans le meilleur des cas, une famille nucléaire, c'est-à-dire une famille avec 2 parents. Là, je parle même pas des familles où il y a qu'un seul parent. Et puis, ce double travail d'avoir un boulot et puis des enfants. Et donc, il y a beaucoup de fatigue. Et du coup, moi, c'est comme ça que je lis les choses. Il y a de la frustration, il y a de la solitude, il y a de la détresse. Et on a besoin de sortir un petit peu tout ce mal-être. Et ce mal-être se déveste sur les enfants. C'est-à-dire, ils font du bruit, ils sont pas sages, ils demandent de l'attention. Bah oui, c'est des enfants. En fait, c'est leur nature. Ils ont besoin d'avoir de l'attention. Voilà. Et je trouve qu'en France, on est encore... je sais pas si c'est ta question, mais je parle un petit peu de la France. Je pense qu'on est très imprégné par une culture de l'enfant sage, qui est en fait la culture de la bourgeoisie française de la fin du 19e siècle, où le couple bourgeois n'est pas là pour élever ses enfants. Le couple bourgeois, il est là pour tenir salon, avoir une vie sociale, faire du réseau, etc. Enfin, le rôle de la mère, alors encore moins du père, leur rôle, c'est certainement pas de s'occuper des enfants. Les enfants, c'est la nounou qui s'en occupe, le précepteur et tout. Et en fait, on est beaucoup imprégné par ça, mais les Anglais aussi beaucoup, et donc on a envie d'avoir des enfants qui soient le plus discrets possible, le plus sages possible, sinon ils nous agacent. Et donc, on a une société française qui est très réceptive, je trouve un peu trop à mon goût, à des discours que je trouve un peu réactionnaires, qui sont de dire vraiment on laisse trop de place aux enfants, on les écoute trop, ils nous prennent trop de temps, on ne parle que d'eux. Donc, il est temps de un peu leur serrer la vis, quoi. Il est temps de les faire taire, il est temps de les exclure quand ils nous agacent. Voilà. Et donc régulièrement, on retombe dans ces discours-là parce que on n'a toujours pas parlé du travail parental, on n'a toujours pas parlé de la fatigue des parents. Et en fait, si on en parlait, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de se venger sur les enfants, surtout en France. On est encore trop dans une société qui est dans un rapport de force. Exactement, on est une société qui est très autoritaire en fait. On a beaucoup d'affection pour l'autorité, on le voit un petit peu dans le monde politique, mais aussi dans la famille. Il y a encore l'idée que les parents ne sont pas égaux des enfants. Ah oui, et puis l'autre chose qu'on a beaucoup en France, c'est de considérer que l'éducation, c'est une affaire privée, c'est-à-dire chacun fait chez soi comme il veut, et il n'y a pas de méthode qui soit meilleure que d'autres. Donc il y a beaucoup de mépris pour des résultats de recherche, d'expériences qui ont été menées, notamment en sciences de l'éducation, en pédagogie, par des gens qui sont des professionnels de l'enfance, de la petite enfance, et qui bossent là-dessus depuis des décennies, et qui montrent qu'en fait, tout ne se vaut pas. Il y a des manières de parler aux enfants qui sont plus efficaces, aussi d'être entendu dans les limites qu'on met, parce qu'évidemment, il s'agit aussi d'éduquer un enfant. On n'est pas en train de dire il a aucune limite, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, il y a des choses à enseigner pour vivre avec les autres et être respectueux, mais la manière de le faire, la méthode compte beaucoup. Et c'est pas pris en compte. On a l'impression que chacun fait chez soi comme il veut, notamment avec cette autorité où il faudrait pas non plus que les enfants considèrent qu'ils sont égaux aux adultes. Voilà. Et donc, il y a aussi assez peu de curiosité pour d'autres pays qui ont mis en place ce changement avec beaucoup plus d'horizontalité dans la famille, notamment les pays scandinaves. Et puis, dans une certaine mesure, aux États-Unis, on l'observe. Alors, les États-Unis sont un pays qui est très inégal, donc on peut pas faire une généralité, mais il y a, dès que les gens en ont la possibilité, les moyens, une vraie attention à, finalement, faire en sorte que les enfants soient heureux, se sentent entendus, respectés, à la construction de cette fameuse estime de soi. Et voilà, avec parfois des maladresses, mais avec l'envie quand même de les considérer comme des êtres à part entière. Dans ton livre, tu expliques qu'une des premières choses qu'on devrait faire, c'est de faire de l'alphabétisation émotionnelle et que ça résoudrait énormément de problématiques dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors l'alphabétisation émotionnelle, ça m'amène au pays que j'avais oublié de mentionner, qui est le Canada, où ils font ici beaucoup d'efforts. Donc, je suis pas la première à utiliser ce mot-là. L'idée, c'est vraiment de dire, tout comme on apprend à identifier les couleurs, tout comme on apprend à lire, on peut apprendre à lire et comprendre nos émotions. Et un monde où on n'aurait pas de nuances pour décrire les couleurs serait quand même assez triste. Et puis on n'aurait pas de lettres pour pouvoir lire des mots, on serait bien embêté. Mais c'est le quotidien de beaucoup d'enfants et d'adultes d'avoir eu aucune explication sur leurs émotions. Et donc quand un enfant naît, quand il est tout petit, il ressent des émotions confortables, inconfortables, mais elles sont un peu indifférenciées. Il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il ressent. Et c'est un impensé de l'éducation apportée aux enfants, c'est-à-dire que assez peu de parents savent que ce serait utile d'aider leur enfant à identifier ses émotions pour ensuite les accueillir et encore après les réguler. Et donc, on saute sur la régulation. Hop, on voudrait direct qu'ils se taisent, qu'ils soient sages, etc. Mais on leur a pas appris à identifier, à accueillir et ensuite pouvoir réguler. Donc moi, ce que je dis dans infantisme, c'est que c'est important de pouvoir le faire parce que ça nous permet ensuite, en tant que grand enfant, ado ou adulte, de pouvoir nous autoréguler, de pouvoir mieux nous connaître, savoir ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et puis de pouvoir prendre des décisions en fonction qui nous font du bien, puis qui font du bien aux autres aussi. Et l'exemple que je donne, parce que pour moi c'est l'exemple le plus urgent, c'est qu'en fait quand on ne le fait pas, on prépare des surconsommateurs. En fait, on prépare des petits consommateurs qui vont continuer à nourrir ce système qui détruit la planète, où on a toujours besoin de plus, on a toujours besoin du nouveau canapé, du nouveau vêtement, de telles chaussures, de partir en voyage au bout du monde, etc. Ou alors même de consommer des produits alimentaires, de grignoter, de manger des bonbons, de fumer des cigarettes, enfin tout ce qui est oral. En fait, on passe notre temps à surconsommer. Et si on regarde de près ce qui nous fait surconsommer, très souvent, très souvent, c'est nos émotions inconfortables. Parce qu'on s'ennuie dans son travail, on va partir au bout du monde le temps de quelques vacances pour oublier qu'on s'ennuie. Au lieu de prendre le temps de se dire, peut-être qu'il faut que je change de travail. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. Parce que on s'ennuie, on va manger plus. Parce que on se sent seul, on va être tout le temps sur les réseaux sociaux ou à envoyer 10 000 messages à des amis qui sont un peu imaginaires. Tout ça, en fait, si on regarde de très près, je vais pas faire toute la liste, mais l'immense majorité de nos actes de surconsommation sont liés à des émotions négatives qu'on n'arrive pas à accueillir. Et donc, les gens qui sont les plus inspirants là-dessus pour les accueillir, c'est évidemment les personnes qui font de la méditation. Pas au sens religieux, pas d'idée d'appartenance religieuse, mais simplement au sens de prendre le temps de se poser, de regarder à l'intérieur de son corps ce qu'on ressent. Et une fois qu'on l'a identifié, on est beaucoup plus à même d'offrir une réponse qui est simple, qui est pas liée à la surconsommation, et qui répond aux besoins du corps. Ça va être de bouger si on n'a pas fait assez de sport, de dormir si on se rend compte qu'il y a de la fatigue, de mettre à plat un problème si on se rend compte qu'on a de la colère envers quelqu'un, de changer de boulot si c'est pas le bon boulot. Toutes ces choses-là, et du coup, on n'est plus la proie comme ça d'un système de marketing qui en fait surfe sur nos émotions négatives pour nous vendre plein de choses dont on n'a pas besoin. Voilà, donc c'est ça dont je parlais aussi dans le livre, c'est que une chose c'est les enfants et les ados et avoir envie qu'ils aillent mieux. Moi je partage cette envie-là et je pense que ça vaut le coup en tant que tel de leur faire une alphabétisation émotionnelle pour qu'ils soient plus capables de s'exprimer. Mais en fait, ça dépasse même les enfants et les ados. C'est indispensable pour qu'on soit plus à l'aise en tant que personne, en tant que citoyen du monde, qu'on ait moins besoin comme ça d'être dans la dépendance à des produits qui détruisent la planète. Je trouve que ce qui est difficile, c'est que notre génération, on a envie d'aller vers cette alphabétisation, mais on ne nous a pas appris. Et donc, en même temps qu'on élève nos enfants, on essaye de s'élever quelque part. Enfin, on apprend en même temps qu'eux. Et c'est très dur d'être cette première génération à tâtonner, à voir qu'on a toujours des réflexes de violence éducative ordinaire. Et en même temps, d'avoir conscience que c'est délétère. Et de jongler entre ces deux paradigmes, enfin, ces deux réalités de nos vies. Et je trouve que c'est vraiment dur. Et moi, je mets un petit bol. Mes parents étaient quand même très à l'aise sur parler. En tout cas, on a le droit de pleurer, mais peut-être moins sur la colère. Ou voilà, ça dépendait des émotions. Mais je trouve qu'on est quand même cette première génération là à dire on veut plus être en mode pilote automatique.
Mais en même temps, c'est dur. On nous a pas trop appris. Oui. Je fais juste une petite aparté sur la colère pour les auditeurs, parce que c'est vrai que dans l'alphabétisation émotionnelle, on accueille aussi la colère. Ça veut pas dire on tape les autres, ça veut pas dire on détruit des objets, mais ça veut dire si on a besoin, le temps de se défouler, de taper sur un coussin, et on peut taper sur un coussin, on se fait pas mal à soi-même, on fait pas mal aux autres, mais on sort ce qu'on a à sortir, et puis ça permet d'être plus calme quand on veut parler, en fait. Pour les enfants, ils ont souvent besoin de se défouler avant de pouvoir dire les choses. Petite parenthèse, pour savoir que c'est possible sans transformer votre vie familiale en chaos. Et je reviens sur ta question. Oui, c'est la première génération parce qu'effectivement, les adultes d'aujourd'hui, en France en tout cas, ont été élevés avec une éducation qui était encore assez répressive, le truc de l'enfançage et tout. Néanmoins, si on prend du recul, on n'est pas la première génération parce que chaque génération fait des progrès. Moi, je trouve que c'est merveilleux qu'on puisse parler d'infantisme et d'alphabétisation émotionnelle. Ça montre aussi que on a réglé d'autres problèmes avant. Il y a 3 générations ou 4 générations, on battait les enfants parce que c'était une manière de bien les élever. Il fallait les battre. Si vous ne battiez pas votre enfant, vous ne l'éleviez pas bien, si vous voulez. Ensuite, il y a eu donc le fait de dire que non, c'est des maltraitances de systématiquement battre son enfant, mais il y avait des choses qui étaient encore tolérées ou même approuvées comme la fessée, la gifle. Et puis là, on a vu encore le débat sur la gifle et la fessée, c'était il y a moins de 10 ans. Mais maintenant, on commence à avoir une génération qui considère que si on le fait, c'est que on a raté quelque chose, que c'est pas quelque chose de normal, et voir que l'objectif, c'est de ne plus le faire du tout. Et donc, maintenant, on peut s'ouvrir à se dire, dans la manière dont je parle à mon enfant, dans la manière dont j'impose des choses, peut-être qu'il y a encore de la violence et de l'autorité inutile et qu'on pourrait faire différemment. Donc ça montre qu'il y a un progrès. Et donc oui, c'est vrai que c'est la nouvelle génération qui doit apprendre sur le plan émotionnel. Ce qui est difficile quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas connu, c'est qu'on n'a pas de piste. On ne sait pas comment faire. Et souvent, du coup, on réagit mal face à des discours comme le mien ou d'autres professionnels qui vont dire il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Ça crispe, ça énerve parce qu'on dit mais en fait vous êtes en train de me retirer l'outil que j'ai, qui est l'outil que j'ai connu en tant qu'enfant, qui est pour cette génération-là, cette éducation assez répressive de quand tu me tiens tête, je t'envoie dans ta chambre faire du time-out, hop, file dans ta chambre, débarrasse-moi le plancher, puisque de toute manière, mon autorité ne peut pas être questionnée et on n'a pas à discuter ensemble. Tu m'enlèves cet outil-là, mais tu me donnes rien en échange. Tu me dis de faire quelque chose, mais qui est très abstrait, que je comprends pas, j'ai pas vraiment de ressources, et puis surtout, j'ai pas de modèle. C'est-à-dire qu'on peut parler, expliquer, mais si j'ai jamais vu quelqu'un le faire, si j'ai jamais vécu 1 semaine ou 2 semaines dans une famille où il y a cette alphabétisation émotionnelle, il y a cette bienveillance, il y a cette patience pour expliquer aux enfants, je sais pas trop de quoi m'inspirer. Et donc, tu m'énerves, en fait, parce que t'es en train de m'enlever un outil, mais tu m'en donnes pas un autre. Pour moi, ça explique aussi toute l'attractivité de discours réactionnaires comme on a pu avoir l'année dernière sur pourquoi il faut absolument faire du time-out et envoyer les enfants dans leur chambre et les rejeter, etc. Moi, je pense que l'intérêt du public pour ça, c'est que c'est du connu, c'est-à-dire il y a de la familiarité, on sait ce que c'est. On sait comment faire ça, le time-out, on sait. Envoyer les enfants dans leur chambre, vu qu'on l'a vécu. D'ailleurs, si on regardait de très près, on se souviendrait qu'en fait, on l'a vécu comme quelque chose de très humiliant et de très rejetant et de très angoissant. Mais ça, les gens souvent ne se souviennent pas très bien de comment ils étaient en tant qu'enfants quand ils étaient envoyés dans leur chambre. Mais on sait faire parce qu'on a le modèle. Voilà, donc je pense que pour te proposer une piste, c'est vraiment l'idée de dire faut se renseigner. Il faut vulgariser, il faut faire des petites vidéos, il faut montrer des exemples. En tant que parent, il faut aller chercher un petit peu ces nouvelles méthodes. Et il y en a. Moi, je trouve qu'Internet est génial pour ça. On peut voir des exemples. Et puis, c'est vrai il faut faire des contenus pour montrer aux gens, à quoi ça ressemble de faire différemment. Et puis est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est plus dur? Sinon, on peut écouter mon podcast aussi. Il y a plein d'expertes qui expliquent. Mais c'est sûr que c'est plus visuel, des petites vidéos. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur le... Ok, c'est pas bien de faire ça, mais c'est quoi l'exemple derrière? Qu'est-ce que tu me donnes pour m'aiguiller, m'orienter et changer son système? Et changer son système de pensée, ça prend du temps aussi. On est dans une culture d'immédiateté, donc c'est vrai que c'est frustrant parfois quand on voit qu'on n'y arrive pas, ou qu'on bute toujours sur les mêmes réflexes parce qu'on se donne pas la possibilité de penser que c'est dans le
le temps long. Oui, exactement. Et puis de voir que tous les parents veulent le bien de leur enfant, en définitive, hein. Enfin, en tout cas l'immense majorité. Moi, la raison pour laquelle je vois les choses comme ça, c'est que je travaille beaucoup avec des familles immigrées. C'était le cas en France et c'est aussi le cas ici. Et il y a des gens qui viennent de cultures où on bat ses enfants en 2023, où en fait la manière de bien éduquer son enfant, c'est de le battre. C'est touchant de voir que ces parents, quand on leur dit bah non, en fait, il faut pas battre ses enfants, ils sont déboussolés. Ils vivent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent mais qu'est-ce que je peux faire pour bien l'élever quand même? Et donc on a ce risque comme ça de déposséder les parents de quelque chose qu'ils savent bien faire, qui est en l'occurrence mauvais pour leurs enfants, mais qui leur donne quand même une assurance parentale, et puis de pas leur donner autre chose. Donc c'est très important de pouvoir les accompagner, et puis de pas les faire douter non plus de leur capacité parentale, tout simplement parce qu'on leur dit bah voilà, cet outil-là, on sait que ça marche pas, il va falloir utiliser autre chose. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup si on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle de cette éducation en France, tu sais, dite bienveillante, positive, voilà, on a labellisé de plein de choses. On se prend beaucoup en retour de commentaires qu'on fait culpabiliser, qu'on met toute la pression sur la mère, notamment. Et c'est difficile parce que il y a forcément de la culpabilité, mais elle nous appartient. Qu'est-ce que toi, tu réponds aux parents? Enfin, comment tu les accompagnes pour pas justement les emmener dans la culpabilité? Bah, je pense qu'en fait, on a eu toute une période, et d'ailleurs la psychanalyse a malheureusement beaucoup contribué à ça, hein, de culpabilisation de la mère, où en fait la grande fautive, enfin ça commence avant la psychanalyse, hein, ça commence avec le monothéisme et puis le christianisme, et tout, quoi. Et puis même le judaïsme. Bref, les femmes c'est le problème, quoi. Mais bon, récemment, en tout cas, de culpabilisation de la mère. Et puis finalement, se défouler sur l'enfant, c'est une version encore plus récente qui permet au moins de ne pas le culpabiliser la mère. Donc je pense que faut dire bon, la mère n'est pas coupable, le père non plus, l'enfant non plus. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du travail de parentalité au sens sociologique, hein, c'est-à-dire quelque chose pour lequel on pourrait être payé en fait. Voilà. Et pour montrer qu'en fait il n'y a pas de coupable, il n'y a pas une personne coupable, ni plusieurs personnes coupables, il y a juste une situation difficile et fatigante et complexe. Et ça, on le sait bien que c'est une tendance quand on est en difficulté, quand on est en détresse, de chercher un coupable, un bouc émissaire. Donc avant, le bouc émissaire, c'était la mère. Maintenant, le bouc émissaire, c'est l'enfant. Et quand on dit, mais arrêtons de taper sur l'enfant, on dit, mais vous allez recommencer à taper sur la mère. Bah non. On peut aussi faire un pas de côté, prendre du recul sur la situation et voir, en fait, la situation est difficile, personne n'est coupable. Et je pense que c'est ça qu'il faut transmettre, vraiment. Après, c'est plus difficile en France que dans d'autres pays parce qu'en France, on a un certain malaise avec la gentillesse. Donc, le simple mot de bienveillance, ça énerve. Il faut voir qu'en France, c'est le seul pays où quand on dit de quelqu'un « il est gentil », en fait, c'est une insulte. Ça veut dire « il est idiot, c'est un bêta, il est naïf, c'est un imbécile heureux, quoi ». C'est pour ça qu'il est gentil. C'est parce qu'il comprend pas, en fait. Dans d'autres langues, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ben ça veut dire ce que c'est. Ça veut dire la personne est gentille, c'est un compliment. La gentillesse, c'est bien. La méchanceté, c'est moins bien, c'est mal. Et donc, on a aussi cette posture un peu de réticence par rapport à tout ce qui pourrait être bienveillant et puis chaleureux. Voilà. Moi, je suis toujours marquée, maintenant que je vis aux États-Unis, de voir que les Français continuent à considérer que les Américains sont des hypocrites quand ils sont sympas. Parce qu'on peut pas vraiment être sympa, en fait. Ça n'existe pas. Bon, voilà, moi, j'ai rencontré plein de gens très sympas ici, authentiquement, sans hypocrisie. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel il faudrait qu'on soit plus à l'aise. Et ça fait partie de notre alphabétisation émotionnelle. C'est comme si, en France, même les émotions positives, chaleureuses, accueillantes, on était mal à l'aise avec ça. Parfois, quand on reçoit un compliment, on est tout gêné, on sait pas quoi en faire. Parfois, quand on veut dire aux gens qu'on les aime, on sait pas trop comment le dire. Donc, je pense qu'il y a tout ce travail à faire aussi de pouvoir dire, mais en fait, on a le droit de s'aimer les uns les autres, d'être accueillants. Ça fait pas de nous des idiots, en fait. C'est vrai que les Américains, pour aussi y avoir vécu, sont tellement à l'aise avec les compliments. Dans la rue, ils connaissent pas la personne, ils me disent oh, j'adore tes cheveux, j'adore ton sac, j'adore. J'avais toujours trouvé ça touchant et waouh, de me dire ah ouais, on peut faire un compliment comme ça
alors qu'on connaît pas la personne. Déjà, on a du mal à le faire aux gens qu'on aime. Ouais. Et c'est vrai que ça fait partie de leur culture, de ce que nous, on va considérer comme fake, alors que ça part d'un bon sentiment de leur part, en fait, de faire plaisir aussi, et d'être... Cette positive attitude, oui, peut-être elle peut être exacerbée ou parfois trop à outrance, mais elle fait du bien quand même des fois. Elle fait du bien et puis en fait, elle est sincère. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont rien à vous dire dans la rue, ils vous croisent et puis ils vous parlent pas. Par contre, s'ils ont remarqué quelque chose qui leur plaisait, ils vous le disent. Donc c'est pas hypocrite. C'est juste avoir de la spontanéité dans les émotions positives, en fait. Alors, tu l'as mentionné plusieurs fois, tu travailles donc aussi et surtout sur des sujets d'actualité intenses, du dérèglement climatique et son impact donc sur les adolescents, les enfants et les adolescents. Pourquoi tu as voulu aller sur cette thématique ? Parce que j'écoutais les enfants et adolescents. C'est-à-dire que dans mon travail de pédopsychiatre, je rencontrais donc des adolescents qui commençaient à me parler de ce sujet. Et qui commençaient à me dire, mais moi, à quoi ça sert que j'aille à l'école si j'apprends rien pour aider à lutter contre le changement climatique ? Je suis là, assis 8 heures par jour. Dans le pire des cas, j'apprends du latin. Dans le meilleur des cas, j'apprends des trucs qui sont déconnectés de ce que je voudrais faire en tant que citoyen. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Puis j'avais des parents aussi qui me disaient, mais c'est quand même bizarre, mon ado là, il est devenu complètement psychorigide, il veut absolument être végétarien, est-ce que c'est un problème, docteur ? Et en fait, moi j'avais cette sensibilité-là de me dire, mais ils ont raison. Alors, en fait, là il faut les écouter, il y a quelque chose qui se passe. Et puis je pense aussi le traitement médiatique des engagements pour le climat des enfants et des ados a été quelque chose de touchant pour moi. De voir le mépris avec lequel ce grand mouvement mondial d'enfants et d'adolescents a été traité, puis le mépris vis-à-vis de Greta Thunberg. Moi, j'ai trouvé ça très très touchant. Je pense que j'étais très très sensible à ça, à ces contenus médiatiques, et je continue à y être sensible. J'étais déjà sensible avant, mais je me suis dit là, on a vraiment un problème si on n'est pas capable de les écouter, alors que on est dans cette situation d'urgence et que c'est eux qui vont la vivre. On est fichus, hein. Voilà. Donc, mais c'est très fréquent là. Il y a encore récemment le président de la République française qui s'est déplacé au Havre suite aux dégâts naturels, et la réponse qu'il a donnée à l'adolescent qui lui a dit mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, était de lui dire mais vous avez des opinions bien arrêtées pour votre âge, ou quelque chose du genre. J'ai pas la citation exacte, mais en fait à le renvoyer à son âge en une seule phrase. Il a absolument pas pris en compte le contenu de ce que disait la personne, qui est une personne, qui est de dire on a un problème environnemental, et puis de le questionner sur sa politique, ce qui est en fait le droit de n'importe quel citoyen de questionner son président sur sa politique. Et ces questions-là ont été balayées en une seule phrase en le renvoyant à son âge. Et moi, ce qui me marque, c'est de voir que personne ne réagit dans ce cas-là. C'est-à-dire que personne dans les médias n'a repris cette phrase en disant mais comment peut-on mépriser à ce point-là un adolescent qui pose une question environnementale ou qui pose une question politique ? Là où je veux faire le parallèle, c'est que si c'était une femme qui disait qui posait une question et qui disait mais vous avez des opinions bien arrêtées pour une femme, on l'aurait eu dans les médias le jour suivant. On aurait dit dis donc Macron a encore dit ça, c'est pas possible, c'est du sexisme d'une banalité terrible. Si il avait dit ça à quelqu'un d'immigré, par exemple, il dirait dis donc, vous en avez des opinions pour quelqu'un qui est pas de chez nous. Bon, les gens réagiraient. Et donc moi, ce que je trouve frappant, c'est de voir qu'on ne réagit pas quand c'est de l'infantisme. En fait, on est tellement habitué à mépriser les enfants et les adolescents que quand on les discrimine sur la simple base de leur âge, ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de problème. Tu sais, tu prends l'exemple du sexisme, c'est vrai que si tu reprends dans les années 70, ça serait passé crème, cette réflexion. Aujourd'hui, ça n'est plus, heureusement, mais ça veut dire qu'on a encore du retard par rapport à comment on considère les enfants. Alors, tu dis des choses très drôles, mais c'est pas du tout drôle en vrai, mais que nos politiques sont des grands carencés émotionnellement.
Il y a quelqu'un qui en off dans mon podcast avait dit j'irais même plus loin, ce sont soit des psychopathes, soit des pervers narcissiques. On a quasiment que les profils pathologiques dans les politiques, tellement il faut aimer le pouvoir et écraser les autres. Mais donc, ce qui fait que comme ces gens-là qui nous dirigent sont incapables d'alphabétisation émotionnelle par exemple, ou de se mettre à la place des autres, c'est un peu en sens unique, les conversations, c'est compliqué en fait, de faire bouger les choses. Oui, ça peut être compliqué. Alors, je vais pas me positionner sur sociopathe ou pervers narcissique. J'ai dit que c'est pas toi. Mais si on fait la minute de cours de psycho, les sociopathes et les pervers narcissiques le sont parce qu'ils sont carencés sur le plan affectif. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est la base de la pathologie, c'est d'abord la carence affective. C'est quelque chose. Alors, je suis pas la première à décrire ça. Hein. Il y a des gens qui ont fait des études de psychologie. Souvent, c'est plutôt des psychologues approfondis sur le profil psychologique des personnes en position de pouvoir. Donc, soit décideurs politiques, soit grands dirigeants. Et donc, ça a été très bien montré. Souvent, les seules qui sont connues d'études là-dessus, c'est celles qui portent sur les dictateurs, enfin voilà, les grands tyrans de ce monde. Donc là, c'est des versions qui sont complètement caricaturales et très extrêmes. Mais en fait, ça a été étudié, le profil psychologique des dirigeants. Et c'est vrai que c'est très souvent sous-tendu par une carence affective. Donc, le fait d'avoir manqué d'amour, et notamment d'amour inconditionnel, c'est-à-dire le fait de savoir que nos parents, ou en tout cas les personnes qui prennent soin de nous aiment inconditionnellement, c'est-à-dire nous aiment simplement parce qu'on existe. Et ils nous demandent pas de faire quelque chose de particulier, ils nous demandent pas de faire tel métier, d'être beau, d'être parfait, ils nous demandent juste d'exister. En fait, ils sont juste heureux, ça leur apporte du bonheur qu'on fasse partie de leur vie, en fait. Et ça, c'est une émotion qui est transmise à l'enfant et qui lui donne des bases de sécurité affective énormes. À partir du moment où on sait qu'on a le droit de vivre, c'est vraiment ça, hein, qu'on a le droit de vivre, on n'a pas besoin de faire 36 choses pour être digne d'être regardé ou d'être accepté. Et donc, souvent, ces gens qui dirigent ont manqué de ça. Et c'est parce qu'ils ont manqué de ça qu'ils cherchent désespérément à être regardés, acceptés, vus, voire à contrôler les autres, ce qui est un peu une version machiavélique, hein, de dire puisque je ne peux pas être aimé, alors au moins je vais contrôler les gens. Hein. S'ils ne m'aiment, au moins qu'ils me craignent. Donc avoir ces positions de pouvoir-là. Bon, on pourrait dire, alors j'ai eu des retours déjà assez cyniques qui disent super, on va maltraiter nos enfants comme ça, ils vont devenir présidents. Bon, c'était une blague, ne faites pas ça ne marche pas. Les probabilités pour que ça marche sont extrêmement faibles. Vous avez surtout la probabilité de gâcher la vie de votre enfant. Mais sans cynisme et sans humour noir, on pourrait dire, ok, ils arrivent à être dirigeants et après, qu'est-ce que ça change ? En fait, ce que ça change, c'est qu'une fois qu'il dirige avec l'état d'esprit de quelqu'un qui connaît pas l'amour inconditionnel, qui connaît pas ce que ça peut être d'avoir une famille, des proches, des gens qu'on aime, des vrais amis. Et donc, ils prennent pas ça en compte dans la manière dont ils organisent le travail des autres, puisque finalement, ils ont un pouvoir d'organisation sur le travail des autres. Le dirigeant d'entreprise qui n'a jamais été connecté à sa famille, ses enfants, le ou la dirigeante, hein, d'ailleurs il y a plein de femmes qui sont comme ça aussi, qui n'est que dans la performance, dans ses chiffres de productivité, son sport, son apparence physique, ses contacts, etc. C'est quelqu'un qui va pas comprendre du tout qu'un employé ait besoin de partir plus tôt, ait besoin de travailler en 4/5e, ait envie d'être en télétravail pour pouvoir avoir de la flexibilité, et qu'en fait ça fasse partie de son équilibre et que ça fasse partie du bien-être non seulement de l'employé mais de toute sa famille. Et donc ça conduit à faire une société, alors en France qui est marquée notamment par le présentéisme, hein, c'est-à-dire il vaut mieux être sur place au boulot à rien faire, à boire des cafés, que chez soi à être efficace. Et puis une manière de considérer le travail des gens qui est beaucoup plus sur leur apparence et puis sur l'apparence de sacrifices qu'ils font pour leur travail, plutôt que sur l'équilibre entre leur travail, leur engagement, leur productivité, certes, mais aussi leur bien-être et puis celui de leurs proches. Oui, je te confirme sur le présentéisme en France, c'est quand même problématique. Je te posais cette question parce que tu dis, mais alors comment on va changer la donne si les gens qui arrivent au pouvoir sont des gens
émotionnellement carencé. Et toi, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu expliques qu'on devrait donner le droit de vote dès la naissance aux enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer ta logique derrière et comment tu l'envisagerais ? Bon, moi, j'ai pas d'avis très arrêté sur le droit de vote dès la naissance. C'est vraiment une idée que j'ai proposée dans le livre comme piste de réflexion. À titre personnel, je suis pas encore totalement à 100% convaincue que ce soit la seule et unique bonne solution. Mais à coup sûr, donner le droit de vote aux enfants et aux adolescents à un moment donné, en tout cas beaucoup plus tôt qu'à 18 ans. À 18 ans, c'est ridicule. Hein. Enfin, vraiment, ça fait longtemps qu'ils pourraient s'exprimer et qu'ils sont suffisamment intelligents pour donner leur avis. Enfin, de toute façon, ils sont intelligents depuis toujours, mais en tout cas, suffisamment matures et conscients de ce qui se passe. Et donc, la raison pour laquelle je parle de ça dans le livre, c'est pour donner un exemple extrême, c'est-à-dire de dire, il y a des gens qui ont réfléchi au droit de vote jusqu'à la naissance. Et si on pousse cette idée jusqu'au bout, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh ben, si on pousse l'idée du droit de vote à la naissance, en fait, c'est une manière de considérer que tout citoyen, toute personne vivante dans un pays a le droit de s'exprimer, y compris à travers un tiers. Et ce que j'ai dans le livre, c'est que on le fait déjà à l'autre extrême de la vie. Quand les personnes deviennent ou redeviennent très dépendantes à cause d'une démence, notamment la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont pendant plusieurs années, avant de décéder, être dans l'incapacité d'avoir la moindre compréhension des enjeux politiques du moment ou de se déplacer à un bureau de vote pour aller mettre leur bulletin dans l'urne. En fait, on leur donne quand même le droit de vote, en tout cas ils conservent leur droit de vote jusqu'à la mort, avec l'aide de proches qui vont voter pour eux. De proches qui vont voter en pratique probablement pour ce que eux-mêmes auraient voté. Donc disons c'est un vote compte double pour le proche, mais avec l'idée qu'il est difficile de dresser une limite claire entre quand est-ce que quelqu'un a ses capacités, quand est-ce que quelqu'un ne les a pas. Donc ça on le respecte à l'âge adulte et avec le grand âge, de dire c'est difficile de savoir exactement à quel moment on est en mesure de voter, à quel moment on l'est pas. Mais pour les enfants, on le fait pas du tout. C'est-à-dire on dit non, jusqu'à 18 ans, ils seraient vraiment dans l'incapacité de savoir ce qu'ils font. Ah bon, pourtant ils font quand même déjà beaucoup de choses à 17 ans et demi. Donc ça c'est une chose. Et puis l'autre logique qui sous-tend le fait de laisser ce droit de vote aux personnes âgées, c'est de dire probablement que leurs proches vont voter pour quelque chose qui en fait, est bénéfique aussi pour cette personne. C'est-à-dire peut-être plus de place en maison de retraite, plus d'argent pour prendre soin de nos aînés. Parce qu'en fait, ces proches-là sont là et voient leur quotidien. Et en fait, les besoins des proches sont aussi les besoins des personnes. Et on pourrait avoir le même raisonnement pour les enfants et leurs parents, de se dire, finalement, les besoins des parents sont assez proches des besoins des enfants. Et si on prend tous les enfants qui sont en bas âge en France, de 0 à 8, 10 ans, en fait, on a la tranche de parents qui a entre 25 et 45 ans à peu près. Et en fait, les besoins de cette tranche d'âge, sont totalement superposables aux besoins des enfants. Ils ont besoin de plus de place en crèche, ils ont besoin d'enseignants de qualité, donc d'enseignants qui sont bien rémunérés. Ils ont besoin peut-être de plus de congés parentaux. Voilà, en tout cas, pour des arbitrages, puisque la politique, c'est toujours des arbitrages budgétaires, pour où mettre l'argent, en fait, ils ont besoin de mettre de l'argent là où c'est bon pour les enfants. Donc, l'idée de parler de ce droit de vote dès la naissance, c'est de faire réfléchir à ça, que peut-être, en fait, en empêchant les enfants et ados de voter jusqu'à 18 ans, on prive toute une partie de la population de sa voix sur ce qui est important pour elle. Et en fait, ça va bien plus loin que 18 ans, ça va, moi, je pense, jusqu'à 45 ans. C'est-à-dire que on a quasiment la moitié de la population qui est privée de voix, en tout cas qui est d'une partie de ses voix. Et donc, c'est pas étonnant qu'on fasse des politiques qui sont plus avantageuses pour en moyenne des personnes plus âgées. Par exemple, retirer l'impôt sur la fortune, ça bénéficie aux gens qui ont déjà du capital, donc c'est des gens qui sont plus âgés. La réforme des retraites, sans demander de participation aux personnes qui sont déjà à la retraite, ça bénéficie aux gens qui sont déjà à la retraite, toutes ces choses-là. Donc on fait des politiques qui sont pour après 45 ans, parce qu'en fait, on demande pas du tout l'avis de ceux qui sont plus jeunes. C'est une piste de réflexion pour qui voudra y réfléchir. Et tu vois, quand je te disais, est-ce que c'est les enfants, c'est une catégorie d'impensés, quelque part, ça rentre là-dedans, parce que jamais de la vie, au grand jamais, on pourrait imaginer leur donner du pouvoir. Tout à fait. Ça serait quelque chose de ridicule dans la société française, d'autoriser
du pouvoir, parce que ça voudrait aussi dire tout ce que tu dis avant, repenser nos relations basées sur la domination, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la rue, même quand on est dur avec les jeunes, hein, à les houspiller ou à leur dire je suis l'adulte, donc si tu fais n'importe quoi dans la rue, même si je te connais pas, je vais te parler comme si j'étais supérieure à toi. Et est-ce que tu penses qu'un jour, la société française serait capable d'inverser cette tendance de la vision qu'on a de l'enfant et de ne plus être dans l'infantisme ? Oui, je pense que c'est possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Si c'était si impensé que ça, ce livre ne trouverait pas d'écho, alors qu'en fait, il en trouve. Je pense que ça propose un mot pour des choses que des personnes ont déjà perçues, mais qu'elles ont du mal à vraiment identifier, caractériser. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a de l'espoir. Évidemment, quand il y a un groupe dominé, c'est qu'il y a un groupe dominant. Et dès que on repense les rapports de force, dès qu'on essaie de rebattre les cartes, le groupe dominant se crispe. C'est normal. Qui a envie de perdre ses avantages ? Personne. Personne. On a vu la même chose avec le féminisme. Les femmes étaient adorables, des vraies muses, la grâce incarnée, des sortes de saintes, tant qu'elles demandaient pas un salaire égal, quoi. Tant qu'elles demandent pas à s'habiller comme elles veulent dans la rue, tant qu'elles demandent pas ce genre de choses. À partir du moment où elles veulent un salaire égal, de la considération, des peines de justice quand on les harcèle ou qu'on les viole, là, elles sont casse-pieds, quoi. Voire casse-pied, c'est le mot gentil, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, ça crée de la crispation dès lors qu'il y a un changement de rapport de force. Pour moi, ça fait partie du processus de changement, en fait. Qu'il y ait de la résistance d'abord, pour ensuite évidemment amorcer le changement. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est en marche, en fait, de voir qu'il y a de la crispation qui se fait. Donc parfois on avance en faisant 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé l'année dernière sur cette histoire de time out, c'était 1 pas en arrière, quoi. Comme de plus en plus de parents en pratique sont en train d'écouter le podcast La Matrescence, sont en train de chercher des pistes pour améliorer leur rapport parental, se questionnent beaucoup. De temps en temps, il y a un petit pas en arrière de dire oh là là, j'en ai ras-le-bol, c'est trop de boulot, vite revenons à du connu. J'ai une dernière question, en plus une remarque, tu parles à la fin de ton livre qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est déjà une politique nataliste avec une parentalité choisie, évidemment, qu'on arrête de casser les pieds, comme tu as dit, à celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants, mais principalement à celles qui ne veulent pas d'enfants. Et surtout qu'on revalorise complètement tous les métiers liés à la petite enfance, dont tu fais partie, les pédopsychiatres aussi, parce que c'est comme si c'était une sous-catégorie, même en médecine, de s'occuper des enfants. Oui, bien sûr, tous les métiers qui sont liés aux enfants sont en fait des métiers qui sont assez féminisés et sont des métiers qui sont sous-payés. Avec l'idée que s'occuper des enfants, ça demande pas de compétences particulières, à part peut-être d'être une femme, et que du coup, entre babysitter et pédopsychiatre, c'est un petit peu pareil, quoi. L'important, c'est d'être gentil, de parler avec une petite voix. Donc oui, effectivement, il y a un problème de valorisation de ces métiers de l'enfance. Il y a une absence de considération aussi pour l'investissement que ça représente de s'occuper des enfants. C'est-à-dire que s'occuper des enfants bien, c'est un retour sur investissement massif pour une société. C'est des adultes qui vont avoir des métiers qui seront plus qualifiés, qui seront en meilleure santé, plus durablement. C'est une société qui fonctionnera mieux, avec plus d'efficacité dans les rapports entre les personnes. Donc en fait, c'est un gain financier qui est massif sur le plan de l'économie, du travail, de la santé, etc., sur une période qui est inégalée, c'est-à-dire de au moins 50 ans après l'enfance. Quels sont les investissements où vous êtes sûr d'avoir un gain massif pendant 50 ans d'affilée ensuite ? Il y en a pas beaucoup. Et donc, on a du mal à penser ça. Et oui, évidemment, à valoriser les métiers de l'enfance. Et comme je vois qu'il y a de la résistance, ça me donne de l'espoir maintenant. Je me dis ça, je prends ta façon de voir les choses, c'est que ça va changer. Oui. Et puis il faut rappeler aussi que je pense qu'il faut aussi un peu désamorcer les peurs. Moi, la question qu'on me pose toujours, c'est oui, mais enfin, il faut quand même éduquer les enfants et leur donner des limites. On les a jamais autant entendus que maintenant, etc. Évidemment qu'on éduque les enfants. Évidemment qu'on leur pose des limites, il s'agit pas d'en faire des sauvages qui ne pensent qu'à eux-mêmes, etc., qui sont dans la satisfaction immédiate de tous leurs désirs, absolument pas. C'est simplement de prendre le temps de leur expliquer ces mêmes limites de manière respectueuse, en fait, puis de pouvoir en parler
sans autoritarisme. Il s'agit pas d'arrêter d'éduquer les enfants. Il s'agit juste de les éduquer avec du respect, puis de les écouter aussi, en fait, hein, parce que c'est bilatéral, ils ont des choses à nous apprendre. Et puis quand on est ouvert à ça, le dialogue se passe beaucoup mieux. Ce que tu viens de dire, ça me marque parce que quand j'ai fait mon année de terminale aux États-Unis, dans un lycée américain, j'avais halluciné avec le discours des profs qui en permanence nous disaient « Mais vous allez m'apprendre des choses, je ne suis pas le sachant tout-puissant ». Enfin, c'était même pas dit comme ça, c'est que moi j'hallucinais de me dire, moi toute ma scolarité, le prof était le sachant tout puissant, je recopiais à la ligne et surtout pas questionner ce qu'il était en train de me dire, il n'y a pas de débat. Et c'est vrai qu'aux US, ils sont quand même dans ce truc-là il y a des vases communicants. Vous avez une place pour pouvoir exprimer. D'ailleurs, dans mon lycée, il y avait des cours de speech, d'apprendre à faire des discours, à argumenter. Ils sont beaucoup plus en avance sur ça, hein, sur l'articulation d'une pensée à l'oral et le débat. Ils ont des équipes de débat dès le lycée. Et tu vois ce que tu me dis, ça me fait penser que je me sentais valorisée parce que je me disais, ouais, j'ai 17 ans, mais j'ai quelque chose à dire. Alors, ils ont plein d'autres moments où ils dévalorisent les ados, hein, puisque pas le droit de boire, pas le droit de sortir, il y a plein d'autres trucs à côté. Mais en tout cas, sur cette parole-là intelligente, moi, je trouvais qu'aux US, il y avait... Alors, j'étais dans un lycée particulier, privé, très riche, très libéral et avancé sur l'éducation, mais je crois pas que dans les lycées privés français, il y avait vraiment ce genre de discours-là où l'ado avait une voix, quoi. Oui, effectivement, le privé en France classique, hein, privé catholique notamment, c'est pas du tout la même ambiance. Mais maintenant, il y a beaucoup de privés à l'anglo-saxonne en France parce que mine de rien, il y a des gens qui ont les moyens. La bourgeoisie a bien compris qu'en fait, finalement, ce serait pas si mal d'avoir des éducations alternatives. Donc, il y a pas mal de privés qui fleurissent aussi sur des modèles un peu plus ouverts. Le modèle américain, c'est tout à fait vrai, hein. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder le modèle scandinave et le modèle canadien d'un petit peu plus près, parce qu'il y a vraiment une tradition comme ça de permettre aux enfants de s'autonomiser, mais de s'autonomiser à partir d'une base sécure, c'est-à-dire pas uniquement je valorise ce que tu dis, mais je te considère comme un membre intégrant de notre famille et de notre communauté, et tu peux faire tout comme les adultes. D'ailleurs, c'est une partie de l'idée sous-tendue par le design d'IKEA, hein, de dire en fait, on fait des trucs où les enfants peuvent participer, hein, des meubles où qui sont à leur taille, où ils peuvent aussi faire la cuisine. Enfin, donc si vous voulez, ça marche. En France, on l'achète, si vous voulez, on achète ces meubles-là, mais on comprend pas exactement pourquoi on trouve ça si sympathique. Ce qui est sympathique, c'est que c'est pensé pour des enfants. C'est pensé pour que les enfants puissent cuisiner avec leurs parents, qu'ils puissent débarrasser, faire la poubelle, etc. Et puis être des individus à part entière dans la famille. Mais en fait, il y a des idées derrière. Il y a toutes des décennies de réformes pédagogiques dans les pays scandinaves qui ont porté leurs fruits déjà parce qu'elles sont anciennes, mais qui avaient été vraiment pensées comme ça en se disant on va aider les enfants à être pris au sérieux pour les personnes qu'ils sont. Ah, tu vois, j'avais pas pensé à Ikea comme ça, mais c'est tellement vrai. Les enfants adorent aller chez Ikea. Bah oui, c'est normal en fait. Ouais, c'est pensé pour eux. Ouais. Non mais tu vois, tu viens de me faire réaliser. Écoute, ce week-end, je vais emmener mes enfants chez Ikea. Ils vont être contents. Je précise, je n'ai pas de lien financier avec Ikea. Non mais c'est hyper intéressant C'était une publicité au fil de la pensée, mais qui n'était pas vraiment volontaire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, ça serait bien qu'il y ait plus d'entreprises comme Ikea. Toi et moi, on n'a pas d'action chez eux, mais juste dans la façon de considérer l'enfant et son autonomie et son apprentissage. Pour nous aider, nous, les parents, déjà, à pas galérer parce que rien n'est fait pour les familles et pour valoriser aussi les enfants. Merci beaucoup, Laëlia. Je sais que tu viens juste d'accoucher, donc vraiment je te remercie parce que j'aime bien laisser les nouvelles mamans tranquilles. Vous avez besoin de repos et d'être coucounée, donc j'espère que ton mari est aux petits soins. Mais c'est parce que j'ai un mari merveilleux que je peux être là. Voilà. En fait. Donc, merci à mon mari. Merci à toi et puis si tu sors d'autres livres, écoute, ce sera avec plaisir de te recevoir pour défendre un petit peu plus la cause des enfants et aller plus loin. Merci à toi, Laëlia. Merci Clémentine. C'était Laëlia Benoît, pédopsychiatre, chercheuse au Child Study Center à Yale, mais aussi à l'INSERM, et autrice du livre Infantisme.
Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire voyager la matrescence. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde via WhatsApp. Alors un très très grand merci à vous pour votre fidélité, votre engouement et votre engagement même autour de ce podcast. D'ailleurs, les audiences n'ont jamais été aussi hautes. On approche la fin de l'année 2023, donc vraiment un très 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 grand merci. Aussi, nous avons lancé la newsletter, donc si vous voulez vous inscrire, il suffit d'aller cliquer sur le lien en haut de l'épisode pour pouvoir mettre votre mail et que je puisse arriver dans votre boîte mail toutes les 2 semaines avec les dernières nouvelles de la matrescence, toutes les références que vous cherchez avec les podcasts, les livres que je lis, voilà, toutes les choses qui au quotidien sont très pratiques pour moi et que j'aimerais vous partager dans un format plus sympa que les réseaux sociaux. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur www.lamatrescence.fr pour pouvoir chercher un épisode. Si vous l'avez raté, il y a 150 épisodes maintenant. Vous avez forcément des besoins et j'ai peut-être forcément la réponse ou pas. Et si c'est pas le cas, venez dans mes DM me proposer le sujet. Merci à vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.